Bonjour, vous nous voyez? Oui, Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez? je vous vois et je vous entends parfaitement. Parfait. Et vous, Laurent Godet? Et moi aussi. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Rachel, Bonjour. Rachel Kahn? Oui, je vous entends, merci. Bonjour à tous. Très bien, merci. On va commencer dans quelques instants. Bonjour à tous. Y a-t-il des valeurs universelles? De ce sujet aux allures de sujet de bac philo, nous débattrons avec nos invités. Béchir Soleiman Diagne, bonjour. Bonjour. Rachel Kahn, bonjour. Bonjour. Meissa Bey, bonjour Meissa Bey. Et Laurent Godet. Bonjour. Si cette question de l'universalité des valeurs est en débat depuis les sophistes grecs, à quoi répond le besoin de la reposer avec l'acuité et les polémiques qu'elle soulève aujourd'hui? Qu'est-ce que l'universel et qu'est-ce que l'universalisme? Par quel biais l'universel s'est trouvé vouloir dire blanc, occidental, pour les anti-universalistes? Peut-il y avoir diversité de valeurs et toute diversité est-elle bonne dans l'absolu? Assigner chacun sa diversité, n'est-ce pas de l'essentialisme? L'espace-monde, aux valeurs relatives et mouvantes, est-il un garant de non-hégémonie et de respect de l'autre? Telles seront les questions qui vont structurer ce débat. Ma première question qui ouvre le débat sera posée à nos 4 invités. Alors, chers invités, pourquoi cette question de l'universalité des valeurs se pose aujourd'hui après que l'humanité ait vécu comme un progrès considérable l'accord sur l'universalité des valeurs via la Déclaration des droits de l'homme de 1948, et ceci après 2 grandes guerres sanglantes. Je vous lis un extrait du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'Assemblée générale proclame la présente déclaration comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Alors, Béchir Soleiman Diagne. Euh, Déjà, je suis heureux que, à propos de la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous ayez mentionné sa vraie origine, son vrai commencement qui est 1948. Pourquoi je dis cela? Parce que pendant très longtemps, on a déclaré que l'universalité des droits humains avait été manifestée dans la Révolution de 1789 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France. Les Américains ont leur propre origine qui serait quelques années avant, en 1776. Même le Shah d'Iran à l'époque avait indiqué que la Perse était le berceau naturel des droits humains. Et donc, la différence avec 1948, c'est que 1948, des nations différentes se sont mises ensemble et ont projeté sur un même horizon d'universalité, précisément, une déclaration qui serait une déclaration qui s'imposerait à tout le monde. Voilà une origine multilatérale des droits humains, même si évidemment ce n'était pas l'époque où la plupart des pays au monde étaient indépendants, il n'empêche. Symboliquement, c'était important que des nations venues d'endroits différents, pas seulement européennes, se réunissent et se donnent un document commun. Cela ne veut pas dire qu'il faut écraser l'universel sur l'international, parce que l'international, c'est simplement un accord de fait, alors que l'universel, c'est la valeur même qui est visée. Donc, une chose est universelle, même si nous ne sommes pas d'accord, 2 plus 2 égale 4, ne nous demande pas de voter. Et donc, mais il était important de dire que ce sont des différences, c'est le pluriel du monde qui est venu ensemble pour se donner ce document magnifique, ce préambule magnifique, et cette déclaration qui doit en effet être universelle. Son universalité tiendra donc à son caractère multilatéral, selon moi. Maintenant, chaque pays a son récit national en s'arrogeant le rôle d'avoir été le commencement absolu pour la déclaration des droits de l'homme. Mais interroger ce côté universel aujourd'hui, y a-t-il des valeurs universelles? Est-ce une remise en cause justement de cet accord multilatéral sur des valeurs? N'est-ce pas Alors, étonnant?
Ce qui n'est pas, malheureusement, cela tient au climat dans lequel nous vivons. Le climat, il y a une sorte de résurgence du tribalisme et des ethnonationalismes. Ce grand commencement qui était un commencement démocratique, si vous voulez, est aujourd'hui fortement remis en question par des divisions qui fragmentent aujourd'hui l'humanité. Et je crois qu'en effet, la remise en question de cet universel et tient aux circonstances géopolitiques dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. Chacun, les récits nationaux, si vous voulez, ont repris du poil de la bête, chacun voulant définir ce qui est valeur et ce qui est humain à sa propre manière. Et donc, il y a une crise du multilatéralisme, une crise de l'international qui explique qu'il y ait une remise en question de l'universalité des droits de l'homme, par exemple. Maïssa Bey, est-ce une régression que de poser cette question aujourd'hui? Le micro, Maïssa Bey. Oui? Non? Réessayez? Non, ça ne marche pas. Je vais voir s'il y a peut-être un autre micro. Oui. Non plus. Ah, Si. ça va, merci. Moi, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Souleymane. Quand on pense à cette déclaration des droits de l'homme, qui est en effet une avancée fabuleuse par sa pluralité, par le fait qu'elle puisse être signée, co-signée, on va dire, par des pays très différents même, et qu'elle a été avalisée. Quand on pense à la situation ou aux situations que vivaient certains peuples qui n'ont pas signé cette déclaration des droits de l'homme, tout simplement parce qu'ils vivaient sous sujétion. Ils vivaient dans des pays où tous ces droits étaient bafoués complètement. Quand je pense, par exemple, je pense à l'Algérie. Hein, ils ont rejoint par la suite. Ils ont rejoint la déclaration oui, par la suite, quand ils ont été indépendants, évidemment. Mais 1948, c'est simplement 3 ans après 1945. Et 1945, ça représentait une date extrêmement importante dans l'histoire de l'Algérie, où des dizaines de milliers d'Algériens ont été exterminés parce qu'ils demandaient le droit à la dignité, à la liberté et à l'égalité, qui sont, nous le savons, les valeurs fondamentales. Donc, il me semble qu'il y a quand même une sorte de hiatus entre cette, je vais oser le mot grandiloquente, déclaration des droits de l'homme et la réalité historique et quotidienne d'une grande partie des peuples de cette époque-là, à cette époque-là. N'y a-t-il pas ici une confusion entre la norme et le fait, l'être et le devoir-être? On va y revenir tout à l'heure, mais certainement, oui, c'est ça, certainement. Laurent Godet. Oui, je vous posais la question, en fait, que nous dit cette question? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça raconte de poser aujourd'hui cette question? Est-ce que c'est une remise en cause? Est-ce que c'est une invitation à un débat musclé? Enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que je pense que ça nous invite à considérer que cette déclaration universelle, comment dire, malgré toute la générosité dont elle pensait être porteuse, portait sa part d'arrogance, probablement. Et c'est la grande question, est-ce que mon universel est ton universel? Est-ce que je t'impose mon universel parce qu'au fond, ça m'arrange? Et une autre chose, c'est que toute question est légitime. Donc, se poser la question aujourd'hui de l'universel, ça raconte quelque chose. Ça raconte aussi peut-être également le fait que, si vous voulez, chaque époque a une part de cécité, je le crois profondément. Donc, effectivement, au moment où ces déclarations sont faites, le monde est dans un état voilà, qui est celui de cette époque-là et qui a sa part de cécité. Aujourd'hui, c'est le travail de l'histoire, c'est le travail de chaque moment contemporain peut-être de réinterroger le passé et de le questionner sur sa part de cécité. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas
à notre tour, par cette question, faire geste d'arrogance. Et nous avons aujourd'hui probablement notre part de cécité. Il y a des choses qu'on nous reprochera demain et après-demain que nous ne voyons même pas dans notre monde d'aujourd'hui. Donc moi, je suis tout à fait pour poser des questions au monde d'hier, interroger les notions dont on peut penser qu'elles sont pérennes et pour voir si elles le sont, pour voir à quoi elles résistent. Simplement, essayons juste de penser que probablement nous avons aussi un aveuglement aujourd'hui et que donc il y a une humilité à la question qui, je pense, est plus intéressante. Mhm. Rachel Kahn, la même question. Est-ce une régression que de poser cette question sur les valeurs universelles? Non, déjà, je tenais vraiment à remercier l'organisation de ce congrès, et notamment Étonnant Voyageur. Et puis, je suis vraiment ravie d'être avec les auteurs qui partagent en fait cette visio et l'auteur qui est sur place, parce que c'est des artistes, on va dire, des penseurs que je lis et que j'aime beaucoup. Voilà. Et je suis donc très honorée de partager ce moment avec vous. Après, sur cette question, c'est compliqué parce qu'en fait, c'est difficile de s'extirper en fait de l'universalité, parce que moi je suis le fruit de l'universalité avec ce père sénégambien qui est venu en France après les indépendances, et puis cette maman qui est une survivante, hein. Je suis petite fille de déportés de l'autre côté, donc de la Shoah, et peut-être que s'il n'y avait pas eu ce texte, même imparfait, peut-être que je ne serais pas là, parce qu'en fait aujourd'hui ce qui se passe, c'est que on pointe du doigt l'arrogance en fait de cette déclaration universelle, mais tout en souhaitant les principes qui sont dedans. C'est-à-dire que dans la déclaration universelle, il y a quand même des principes qui ont valeur de jus cogens, c'est-à-dire qui sont les droits les plus fondamentaux et les principes auxquels toute personne, femme et homme, ont le droit sur Terre. Et je pense au droit de ne pas être traité de manière inhumaine et dégradante, de se battre contre toutes les formes de génocide. Donc ça, c'est bien des principes qui sont communs à tous les peuples et aussi à toutes les personnes individuellement. Alors c'est compliqué, puisque au fond, c'est quand même un souhait pour la réparation de nos humanités, que l'on puisse faire vivre les principes qui sont dans ces déclarations-là. Après, on est quand même dans une période, un contexte Covid encore, qui nous a fait comprendre aussi que l'universalité est un état de fait, puisqu'on a vécu à l'heure de tous les continents. On a regardé tous les continents pour voir comment on allait se battre contre un virus qui ne regarde pas, lui, les couleurs de peau, les choses. Même si l'universalité, moi, que je défends, parce que j'étais biberonnée, je vous assure, biberonnée, hein, c'est vraiment le mot, à Senghor et à son idée aussi de la francophonie, parce que c'est grâce aussi à cette universalité qu'on arrive à se parler aujourd'hui, malgré nos différences culturelles de récits. Et en fait, c'est peut-être de notre responsabilité plutôt de continuer l'histoire de cette universalité et de faire en sorte qu'on puisse continuer à dialoguer et non pas à se déchirer parce qu'on ne serait pas d'accord sur une universalité de 1948. Voilà, c'est un peu mon positionnement. Souleymane Béchir Diagne, le mot universel a été prononcé à plusieurs reprises. Vous qui, en tant que philosophe, avez beaucoup travaillé sur le terme universel en partant des travaux de Bergson, de Merleau-Ponty, mais aussi de Balibar, pourriez-vous nous éclairer sur ce terme? Est-ce qu'il veut toujours dire uniforme, avec tout ce que l'uniformité peut porter de dangereux? En principe, l'universel doit créer de l'uniforme parce que s'il est universel, il commande, si vous voulez, l'accord de tous les esprits. Dès lors qu'une vérité se présente comme une vérité universelle, la refuser, c'est aller contre sa propre humanité, ce qui fait que nous soyons humains, ce qui fait que nous puissions reconnaître l'universalité de ces vérités. Mais par ailleurs, alors, et c'est justement là que vous venez de citer mes auteurs de prédilection, parmi lesquels Merleau-Ponty. Et je reviens sur une chose très importante que dit Merleau-Ponty, qui est que l'universel ne doit plus être l'universel de quelqu'un. Tout à l'heure, évidemment, Maïssa Bey a eu raison de rappeler que lorsque on était simplement au sortir de la guerre, jusque-là,
l'universel avait été en quelque sorte l'universel de quelqu'un. Une région du monde, l'Europe, estimait qu'il était tout naturel que, étant porteuse de valeurs universelles, elle, si vous voulez, façonne le monde à son image. Et donc, crée une forme d'uniformité qui serait une ressemblance, une imitation d'un universel porté par l'Europe. À la différence de cette vision, ce qui est mis en place à partir de la Déclaration universelle des droits de l'homme, encore que, évidemment, Meïsabé a eu raison de le rappeler tout à l'heure, toutes les nations n'étaient pas présentes parce que toutes les nations n'étaient pas indépendantes. Vous aviez quand même l'Inde, vous aviez le Pakistan à l'époque, vous aviez la Chine, vous aviez l'Éthiopie pour le continent africain. Bref, il était quand même symboliquement important que des nations venues d'horizons très différents se soient mises ensemble pour avoir cet universel-là. Et donc, effectivement, c'est un universel sur lequel un consensus s'établissant, il devient quelque chose qui doit s'imposer à tout le monde. Pas à la manière dont 2 plus 2 égale 4 s'impose à tout le monde, parce que si vous pensez contre cela, vous pensez contre vous-même, vous pensez contre la structure même de votre rationalité. Dans ce cas précis, c'est la reconnaissance de la valeur de l'humain, qui est la première grande valeur universelle. L'idée que l'humain est une valeur, que la vie humaine est une valeur, c'est celle qui commande l'universalité de toutes les autres valeurs. Un exemple, le vaccin. Ce vaccin qui est en train de suivre les lignes de fracture du monde. La fameuse ligne d'injustice, justement, tout à l'heure, Rachel Kahn parlait de Senghor. Senghor dit qu'il y a une ligne d'injustice nord-sud et que cette ligne d'injustice tient au mépris culturel. Nous la voyons apparaître, réapparaître, cette ligne d'injustice à la faveur du vaccin. Quand on dit, par exemple, qu'il faut, à situation exceptionnelle, une réponse exceptionnelle, si on ne cède pas sur les propriétés intellectuelles qui permettraient que des pays qui en ont la capacité, un pays comme l'Afrique du Sud, un pays comme, j'en suis sûr, le Maroc et probablement la Tunisie aussi, puissent fabriquer ces vaccins-là, à quel moment est-ce qu'on estimera que la situation, cette valeur suprême, cette valeur universelle qu'est la vie humaine, est suffisamment en danger pour qu'on suspende les lois du business as usual, les lois du marché? Si on ne les suspend pas maintenant, c'est qu'on ne croit pas en l'universalité de ces valeurs. Et cela devrait donner des comportements homogènes, des comportements universels. Et c'est la réponse que je ferai. J'ajoute simplement, pour ne pas être long, un autre exemple sur cette universalité. Prenons l'exemple d'aujourd'hui de l'Afghanistan. Imaginez une famille, mettons 2 enfants, un garçon et une fille, 12 ans et 10 ans. Et du jour au lendemain, la famille dit à la fille, toi tu restes à la maison, les garçons, y va. Si on ne tient pas ferme le principe que l'éducation est une valeur universelle parce que c'est l'éducation qui fait de nous des humains complets. Nous sommes simplement des promesses d'humanité et nous accomplissons notre humanité par l'éducation. Dire que la moitié de l'humanité n'a pas droit à cette sorte de complétude dans la création de son humanité, c'est absolument révoltant et quelque chose en nous se révolte. C'est ça qui fait l'universalité de cette valeur. On ne peut pas l'admettre, l'idée que la fille reste à la maison et que le garçon puisse, lui, aller continuer à faire ses études, parce que ces enfants-là ont grandi dans un Afghanistan qui n'était pas celui-là. Voilà. Laurent Godet, cet universel tel que développé par Souleymane Bachir Diagne, qui ne serait pas un universel de domination, mais un universel latéral, le terme est de Merleau-Ponty, rejoint-il votre manière de voir, vous qui préférez Alexandre le Grand à Bonaparte, car le premier favoriserait l'universel par son métissage, alors que Napoléon portait sa culture française dans ses terres de conquête? Oui, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Souleymane Bachir. Bien sûr, c'est cette universalité latérale, ou en tout cas, oui, ça me semble être même la seule voie.
si vous me permettez, juste par rapport à ce qui vient justement d'être dit, je trouve que la vérité mathématique 2 plus 2 égale 4 nous montre à quel point les valeurs universelles ne sont pas de cette nature. Elles sont la recherche d'un socle commun en qui tout le monde peut croire et sur lequel tout le monde peut appuyer sa vie, son désir de construction, mais comment dire, elle a une forme d'étendard, c'est-à-dire que ça n'est pas une valeur de vérité, c'est aussi une valeur de, j'allais dire, militante, d'aspiration à. Et c'est ce qui la rend d'ailleurs, je trouve, très belle, c'est que toute valeur universelle est à la fois la tentative de poser qu'il y a un socle humain possible, commun, mais c'est aussi une invitation à le construire sans cesse, à se battre pour, contrairement à une vérité mathématique qui, à moins d'être vraiment mise en contradiction, n'a pas à se battre, elle existe, un point c'est tout. Et de ce point de vue-là, bien sûr, chaque époque doit la réinterroger, doit être vigilant par rapport à les choses qui viendraient la grignoter. Et malheureusement, on voit que rien n'est acquis et que chaque époque a effectivement ce combat à faire. Le combat pour les femmes aujourd'hui était évidemment à la première place de cette universalité-là. Ce qui me... Je voudrais pas être trop long, donc vous me dites si on... Non, Mais allez-y, allez-y. non, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de répondre à la question que pose notre réunion d'aujourd'hui, en tant qu'écrivain. C'est-à-dire que si j'invite cette question dans mon territoire à moi de romancier, donc d'homme de fiction, qu'est-ce que ça donne en fait? Et c'est vrai que je me rends compte que en tant qu'écrivain, en tant que citoyen, je souscris à tout ce qui a été dit. En tant qu'écrivain, je suis obligé d'affûter un peu ma réponse, c'est-à-dire que qu'est-ce qui me lie en tant qu'écrivain à l'universalisme? En fait, c'est l'humanisme. C'est-à-dire que je ne peux pas adhérer autrement en tant qu'écrivain à l'universalisme que par ce biais-là. Et je pense à la très belle définition de Terence de l'humanisme: je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger. Cette phrase-là, non seulement j'y crois en tant que citoyen de notre monde, mais surtout, elle est la fondation de ma position d'écriture. Mm. C'est parce que je crois que, étant homme, rien de ce qui est homme ne m'est étranger, que je m'autorise à écrire des histoires qui se passent peut-être dans des coins du monde où je ne vis pas, d'essayer de prêter ma voix à des personnages que je ne suis pas, que je ne serai jamais, qui n'ont pas le même âge que moi, qui n'ont pas le même sexe que moi, qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, autant de choses qui pourraient me freiner, sur lesquelles je pourrais m'auto-censurer en me disant mais au nom de quoi est-ce que je peux écrire ce personnage ou cette histoire-là? À chaque fois que cette question se pose, et elle se pose bien sûr en moi parce que c'est parfois compliqué, je reviens à cette phrase: je suis homme et rien de ce qui est homme ne m'est étranger, non pas comme une formule magique qui aplanirait toutes les difficultés, mais plutôt comme une boussole qui me permet de continuer à chercher. Alors je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'on y réussit à chaque fois. J'ai pu, par exemple, me tromper ou ne pas être juste dans tel ou tel livre qui se passe loin de ma réalité sociale, géographique et historique. Mais il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Et je pense que par un travail de documentation, par un travail d'imbibation, par un travail d'empathie, d'imagination, tous ces outils étant ceux de l'écrivain pour moi, on peut tout doucement descendre vers cet endroit étrange où effectivement un homme blanc de 49 ans peut tenter d'écrire le destin d'une très vieille haïtienne qui n'a jamais quitté Vous n'avez Port-au-Prince. pas peur, Laurent Godet, d'être accusé d'appropriation culturelle? C'est un peu à la mode ces jours-ci. Ah, je n'ai pas peur, enfin, je peux l'être, mais si je valide le mouvement de l'appropriation culturelle, ou en tout cas ce qui sous-tend, j'arrête d'écrire demain. C'est-à-dire me renvoyer à ce qui serait supposément mon espace d'écriture parce qu'il correspond à mon espace de vie, pour moi, est une négation complète, totale et définitive du geste d'écriture de fiction. Donc, on peut décider que chaque écrivain va écrire sur son précaré géographique et biographique. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'a jamais intéressé. Ce ne sont pas les livres que j'ai lus, ce ne sont pas les plaisirs de lecteur que j'ai, et ce n'est pas non plus la démarche d'écrivain que j'ai. Alors, après, il faut discuter de tout cela. Comment fait-on pour être juste? Et là encore, il n'y a pas de recette. Donc, je peux entendre que quelqu'un me dise un jour sur mon roman: je connais le pays dont vous parlez, vous vous êtes trompé. C'est le risque que je prends en écrivant.
où je suis une femme et vous n'avez rien compris aux femmes parce que quand vous faites parler votre personnage féminin, ça n'est pas comme ça que je ressens les choses. Ça, c'est des choses qu'il faut accepter d'entendre quand on est écrivain, puisque on s'est exposé à cette chose-là. Mais s'interdire le geste me semble une absurdité totale. Rachel Kahn, nous avons parlé de métissage. Oui, Vous-même, vous n'aimez pas beaucoup ce terme de métissage. Vous préférez le terme créolisation comme voie vers oui, l'universel. Vous le développez dans votre excellent livre Racé. oui, bah déjà, juste dire que je suis entièrement d'accord avec les deux interventions et notamment cette question, sans vouloir être trop longue, mais cette question fondamentale que moi j'avais étudiée lorsque j'étais en droit il y a un peu longtemps, et cette dichotomie entre l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et nos droits fondamentaux, et qui ressurgit en période de Covid, justement, sur l'humain, le fait qu'il n'y ait pas de relativisme culturel lorsqu'on est sur ces valeurs éperdument intimes et en même temps universelles. Et puis enfin, évidemment, sur notre travail d'auteur, et là, je rejoins parfaitement Laurent Godet sur le fait que dans l'écriture, en plus, on est toujours à un autre endroit, enfin, comment dire, c'est Nerval qui dit « je est un autre », et qu'on essaye, par le sensible, surtout quand on est dans l'invention d'histoire, d'aller rechercher dans nos humanités, et je mets un S à humanité, et effectivement sur la question du métissage, parce que très souvent on entend on entend des gens penser que métis, c'est être 50%, 50%. Sauf que quand on met 50% blanc, 50% noir, par exemple. Sauf que quand on met les choses en face de l'universalité, c'est pas du tout ça en réalité. C'est-à-dire que les racines, comme les rhizomes, comme disait Glissant, en fait, sont des additions et pas des soustractions sur un chemin de nos humanités. Euh, et par rapport à la créolisation, c'est vrai que ça n'a... Pour, pour Glissant, mais après, si on Édouard analyse, ça n'a Glissant. pas... Édouard Glissant, ça n'a pas véritablement de rapport avec le métissage. La créolisation, c'est ce que nous faisons très précisément aujourd'hui, c'est-à-dire d'être en relation avec un autre, ce qui fait, à la suite de nos échanges, ce qui fait évoluer en fait ce qu'on pourrait appeler être nos identités. C'est de par l'échange et de la relation que naît quelque chose d'autre en nous-mêmes. Et c'est surtout la créolisation, le fait de sortir du chaos. Euh, les Antilles ont vécu un chaos. Et en fait, pour se sortir, qui était donc l'esclavage, crime contre l'humanité, donc partagé par l'ensemble de l'humanité. Et là, on a l'universalité dans le crime contre l'humanité, malheureusement, autour de drames. Mais le chaos qu'ont vécu les îles, eh ben, elles s'en sont sorties par la relation, par ce désir des falaises d'aller vers l'autre pour pouvoir s'en sortir. Et c'est comme ça, en fait, que j'aborde, moi, la réparation, et je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il ne faut pas regarder l'universalisme comme quelque chose de figé, mais quelque chose de mouvement, comme nos identités sont aujourd'hui profondément en mouvement. Et c'est à nous de prendre cette responsabilité pour faire vivre cet universel. Mais toutes les diversités sont-elles bonnes à prendre? Ne devrait-il pas y avoir un socle commun de valeurs qui en déciderait et qui déciderait de ce socle commun? Meïssa Bey, par exemple, dans votre Cette fille-là, quand vous dites, je vais vous citer, j'ai tout simplement envie de dire ma rage, d'être au monde, de lever le voile sur les silences des femmes, sur des tabous, des principes arriérés, si rigides parfois, qui n'engendrent qu'au mensonge, fourberie, violence et malheur. Ces femmes-là, Meïssa Bey, elles souffrent d'une certaine diversité qui les soustrait aux valeurs universelles d'égalité et de liberté. Une diversité qu'aurait peut-être adoptée Alexandre le Grand, Laurent Godet. Ces femmes souffrent de relativisme, elles ne souffrent pas d'universalisme. Elles souffrent. Je crois que le mot est suffisamment fort. Ce sont des personnages de romans. Et Oui, mais elles disent aussi la souffrance de la femme algérienne, tunisienne, les femmes dans les aires de toutes les femmes, les femmes afghanes également. Oui. Enfin, il y a une espèce d'universalité de la souffrance, de toutes les façons, particulièrement quand elle est conjuguée au féminin. Je pense qu'il y a cette espèce de domination de genre, domination masculine, qui crée justement et qui va à l'encontre de toute idée d'universalité de droit.
Et je suis heureuse que Souleymane ait parlé de valeurs, parce que je pense que c'est le terme le plus exact. Ce sont les valeurs universelles qui nous préoccupent aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont communes vraiment? Est-ce qu'elles sont considérées comme étant le socle de tout ce qui est humain? Et dans les romans ou dans la réalité même, on essaie de trouver quelque chose qui puisse nous raccrocher à cette universalité. Et je crois que, bon, on va parler du rapport, comme disait Laurent, du rapport à la littérature, du rapport à la chose écrite. Moi, j'ai découvert, je parle de moi, j'emploie la première personne, j'ai découvert l'universalité à travers la littérature, uniquement. Avant de me lancer dans la lecture des grands romans du XXe siècle et du XIXe siècle, je ne savais pas, je n'avais aucune notion de l'universel. Je me croyais unique. Je croyais que les personnes qui vivaient avec moi vivaient des choses qui étaient semblables à celles que je vivais, mais qu'elles étaient différentes. L'universel du vécu, des sentiments, ou l'universel des valeurs? Du vécu, des sentiments, et également des valeurs. Je ne savais... Bon, j'ai traversé des épreuves en tant qu'enfant, la mort violente du père, etc. Donc, j'ai finalement, concentré mon identité à ce que j'étais en train de vivre. C'est par la littérature, et la littérature telle qu'on peut l'imaginer. Moi, dès que je pense à l'universalité, je pense aux romans de Dostoïevski, par exemple, qui m'ont fait découvrir que quelque chose en nous était commun, et que c'était ce fond commun qui constitue l'essence même de cette universalité dont on essaie de trouver difficilement la définition aujourd'hui, de ces valeurs universelles qui sont, au bout du compte, tout ce qui est dans l'humain. Souleymane Bachir Diagne, vous-même opérez une distinction justement entre universel, universaliste, en ayant une préférence pour le premier terme, pour l'universel, au détriment du universaliste. L'universalisme des droits de l'homme, Souleymane Bachir Diagne, serait-il une acculturation, comme peuvent le soutenir certains anti-universalistes aujourd'hui, dont l'un des chefs de file est Talal Assad? Je vais le citer, je vous laisse réagir sur cette citation. L'imposition des droits de l'homme représente de toute évidence une acculturation dont la mise en pratique risque d'entraîner la dislocation ou l'éradication d'identités collectives qui jouent aussi un rôle dans la constitution des identités individuelles. Le discours des droits permet une fois de plus à l'Occident de s'ériger en juge moral du genre humain. Il est enseignant aux États-Unis aussi, Talal Assad, comme vous. Talal est mon collègue, oui. Oui, c'est pour ça que je l'ai cité, justement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et alors, justement, cette citation que vous venez de faire pose toute la difficulté, pose le problème et toute la difficulté de l'universalisme au sens où il s'agit parce que isme montre précisément que vous transformez, si vous voulez, une aspiration, une visée de l'universel en une politique. Vous décidez, je suis l'universel, eh bien, l'universalisme, c'est une chose que je peux imposer. Pour vous donner un exemple parlant, très rapide, sous la colonisation, on connaît la révolte des Mau Mau au Kenya. On ne sait pas suffisamment que la révolte des Mau Mau a été aussi l'un des moteurs de cette révolte. C'est qu'à un moment donné, les Britanniques ont dit la civilisation ne peut pas accepter les mutilations génitales, eh bien, nous l'interdisons. Et nous interdisons, et toutes les femmes qui faisaient cette pratique-là vont être enfermées. Il y a eu une révolte des femmes avec comme slogan, eh bien, dans ce cas-là, nous nous couperons nous-mêmes. Voilà une situation qui résume toute la difficulté de l'universel et de l'universalisme. Nous savons, nous voulons penser. Mais ce n'est pas réellement une difficulté. Enfin, éthiquement, est-ce qu'on peut raisonner cela comme une... Parce qu'en Tunisie, quand il y a plus d'esclavage, il
Il y a eu des Oui. esclaves qui ont décidé de rester dans la maison de leur maître. Ce n'est pas pour autant que leur conduite est opposable. Justement, c'est cela la question. La question, c'est que la différence ici, c'est que c'est le colonisateur qui dit « je représente l'universel et je décide de ce qui est l'universel pour vous ». Nous sommes contre la manifestation des femmes dans son contenu, puisque nous estimons, je pense tous sur ce panel, que effectivement la vie, l'intégrité physique, c'est une valeur importante, d'autant que nous le savons, ceci n'est pas l'équivalent de la circoncision des hommes, parce qu'un morceau de peau, ce n'est pas la même chose qu'un organe. Mais par ailleurs, nous pouvons également comprendre le refus d'un universalisme d'imposition par la colonisation. C'est pour cela que je disais que cette situation est difficile. On est avec les femmes dans le refus de l'universalisme, mais on est contre elles parce qu'elles sont opposées à ce moment-là à quelque chose d'universel. Voilà sur un exemple la différence que je voulais établir entre les deux. Bon, nous avons dépassé cette situation coloniale de la révolte des Mau et des femmes Kikuyu pour revenir maintenant à ce qui est la différence fondamentale. Nous sortons de l'époque de l'universalisme au sens où l'Occident, l'Europe disait « je suis l'universel et je suis fondé à apporter l'universel ». C'était ça la justification de la mission colonisatrice. Ce qui fait d'ailleurs que, de manière paradoxale, l'Europe allait contre les valeurs qu'elle proclamait. Et là, la France, pour parler d'elle, a aboli l'esclavage pour rapidement le rétablir dans les colonies, sans avoir changé du tout la Déclaration universelle des droits de l'homme, sans se rendre compte qu'il y avait là contradiction. De la même manière, la Constitution américaine de 1776 parle des droits inaliénables de la personne humaine et se satisfaisait parfaitement du fait que l'esclavage était encore là. Bref, voilà la contradiction permanente qu'il y a entre l'universalisme, c'est-à-dire une politique qui dit « je représente l'universel », ériger sa propre particularité en un universel et sans trouver là une justification pour l'imposer, et la recherche multilatérale dans l'égalité et dans le pluriel des langues et des cultures toutes équivalentes pour aller ensemble vers l'universel. Voilà la différence difficile intellectuellement, mais nécessaire également, qu'il faut essayer d'établir entre l'universalisme et l'universel. Rachel Kahn, mais cette contradiction soulignée par Souleymane Bachir Diagne ne couvre-t-elle pas en fait une confusion? Parce que quel sens aurait l'universalisme qu'un sens dans le champ du droit, un autre sens, celui que de dire simplement tous les hommes doivent avoir les mêmes droits, du fait qu'ils soient juste hommes, dans la lignée des jus naturalistes, des droits subjectifs. Donc, aujourd'hui, quand on dénonce l'universalisme, n'est-ce pas une confusion entre la norme, faire confusion entre la norme et le fait, la règle, l'être et le devoir être? C'est comme si on dénonçait l'égalité en tant que valeur, parce que tous les hommes ne sont pas égaux aujourd'hui. Rachel Kahn, vous êtes là? J'avais coupé mon micro, pardonnez-moi. Donc, je dois... J'ai entendu. Vous avez entendu ma question? Tout à fait, pardon. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a d'un côté, effectivement, l'universalisme, l'universel, et je rajouterais même l'universalité, qui pose encore plus ce que vous dites entre le fait, entre l'être et le devoir-être. Mais cette confusion, elle est très étonnante, en fait, parce qu'elle cache quelque chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui, qui est la mondialisation. Parce que c'est vrai qu'on se réfère à ce qui s'est passé avant et comment ces principes-là fondamentaux ont été écrits alors même que l'histoire était dans un état de domination. Mais ce qui se passe avec la mondialisation, cette volonté d'harmoniser tous les consommateurs avec du Coca-Cola et des Nike, etc., c'est peut-être beaucoup plus violent que cette question sur l'universel. Enfin, je pose la question, mais c'est-à-dire qu'en général, les gens qui sont très, très virulents contre l'universalisme le sont peut-être beaucoup moins sur ce qui peut se passer, les inégalités qui se creusent. Je parle en droit du travail, au niveau international, par exemple,
qui se creuse avec cette mondialisation. Et où là, pour le coup, on a besoin des principes fondamentaux, que certains principes fondamentaux soient respectés à travers le monde. J'ai l'impression qu'il y a derrière tout ça, finalement, quelque chose qui relève de la colère et de la vengeance. Laurent Parce que Godet, l'histoire, on la connaît. allez-y, L'histoire, allez-y. on la connaît. L'histoire, on la connaît, l'histoire des crimes contre l'humanité, et puis les colonisations, puis, donc on la connaît maintenant. Est-ce qu'on rejoue encore des névroses de cette ampleur, ou est-ce que justement à travers le monde on essaie de réparer, et quels que soient nos motifs de discrimination et quelles que soient nos cultures, on essaie de se serrer les coudes pour que ce genre de choses n'arrive plus. Moi, je m'inscris dans un 2021, en fait. C'est ça. Laurent Godet, Maïssa Bey et Soleima Bechelian, j'aimerais aussi avoir votre point de vue concernant cette dernière question. Y aurait-il pas confusion entre l'être et le devoir-être comme assise de dénonciation de l'universalisme? Laurent Godet. Entre l'être et le devoir-être. Oui, entre la norme et le fait. C'est-à-dire, voilà, on va dénoncer l'universalisme parce que les droits contenus dans la charte des droits de l'homme ne sont pas appliqués aujourd'hui. La charte dit tous les hommes sont libres et égaux, mais de fait, ils ne le sont pas. Donc, on va dénoncer l'universalisme de cette charte. C'est comme si on dénonçait l'égalité en tant que valeur, parce que tous les hommes ne sont pas égaux de fait. Mais je crois que c'est une. Alors, je me jette, hein, tant pis, je me jette à l'eau. Je crois que c'est Allez-y, c'est allez-y. une des choses. L'universalisme souffre de deux attaques qui sont quand même, je trouve, un peu, comment dire, pernicieuses et pas tout à fait franches. La première, c'est de juger l'universalisme à l'aune, effectivement, de la question que vous posez, c'est-à-dire est-ce que c'est le cas partout, et sinon, alors l'universalisme, bah, c'est ce que je disais au début, c'est un process, c'est-à-dire c'est un étendard, c'est une invitation à continuer à répandre ce message, si on y croit, d'un certain nombre de valeurs qui seraient universelles. Le deuxième axe qui est souvent en fait de manière un peu insidieuse, c'est la question, est-ce que le message est vérolé dès le début, ou est-ce que le message était beau et pur et simplement prononcé à une époque où il était en contradiction par ceux-là même qui le prononçaient? Moi, je crois plutôt ça, c'est-à-dire qu'effectivement, historiquement, je trouve ça passionnant de mener des enquêtes sur les contradictions de ceux qui ont fait de belles proclamations, alors que à cette époque même, aux Antilles, Napoléon, enfin, on connaît l'histoire. Est-ce que pour autant il n'y a pas dans ces déclarations successives, que ce soit celle de 89 ou les suivantes, quelque chose d'une sorte de beauté du geste universel de la pensée D'idéal humain. d'idéal humain qui doit fonctionner comme une lumière? Alors évidemment, la lumière, elle est toujours un peu teintée par l'époque, elle est toujours un peu teintée par les a priori de l'époque, elle est toujours teintée par le non-résultat universel. Et pour autant, moi, je continue, c'est là où je me jette à l'eau, à croire à la beauté de cette lumière. Et voilà. Et alors, encore une fois, et je finis avec ça, encore une fois, je pense que la littérature est un poste d'observation extrêmement passionnant pour ces questions-là. Non pas tant forcément du côté des valeurs, parce que ça c'est vraiment le domaine du droit ou de la politique, moi ça m'intéresse beaucoup, mais plutôt en termes de l'expérience de l'autre et d'éprouver quelque chose d'universel. On en a parlé tout à l'heure et moi je suis tout à fait d'accord avec cette idée-là. Lire Dostoïevski, effectivement, c'est faire une expérience d'universalité. C'est-à-dire que rien dans votre vie, a priori, à moins d'être russe aussi, ne vous met en proximité de ce moment d'écriture, et pourtant, tout dans cette plongée dans la patte humaine, dans les troubles de l'humain, vous parle, font écho à ce que vous êtes en train de traverser. Et c'est là où tout d'un coup la littérature a une espèce de fluidité complète avec cet universalisme, parce que en fait, le lecteur en fait l'expérience, avec émotion, avec vertige, et c'est ce qui est magnifique d'ailleurs, c'est de dire, mais alors ce que je ressens, je ne suis pas le seul à le ressentir, puisque lui l'a écrit ou elle l'a écrit. Alors, même si nous ne vivons pas au même endroit ou à la même époque, nous éprouvons les mêmes moments de vie, les mêmes épreuves dans la vie. Là, je crois qu'il y a Alors, on n'est plus du tout dans le domaine du droit et du combat politique, bien sûr, hein, mais j'en reviens toujours à ma question de l'humanisme. On touche du doigt très concrètement, par l'émotion, cette vérité qui est quand même qu'il y a un socle commun. Souleymane Bachir Diagne.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Laurent Gaudin sur le fait que c'est une promesse, une magnifique promesse. Et c'est en cela que c'est un devoir-être. Autrement dit, quand je dis les hommes naissent libres et égaux en droit, je peux aller contre cela, traiter des humains ailleurs comme des animaux. Ça veut dire que je vais à l'encontre de la déclaration elle-même. Donc la déclaration est faite pour être une promesse et pour nous orienter vers l'humanité que nous avons à construire. Nous avons à construire une humanité libre et une humanité d'égalité en vertu de la promesse dont cette déclaration est porteuse. Donc c'est du côté de la promesse que nous allons. C'est une tâche, c'est un devoir-être. Et je reviens tout à l'heure à la question que vous aviez posée sur la créolisation. L'importance du fait de parler de la créolisation, c'est que métis, ça peut être un état. C'est une rencontre, effectivement, amoureuse. C'est le plus beau de l'amour, si vous voulez, qui fait que ce sentiment n'a pas de frontières. Mais pour revenir à Senghor dit une chose qui me frappe. Il dit chacun doit être métis à sa façon. Ça veut dire que le métissage n'est pas simplement un état biologique, c'est un devoir-être, c'est une tâche, c'est une orientation. Et je dois être tout aussi métisse que Rachel. Nous avons le devoir de l'être tous les deux, non pas par nos situations biologiques, mais par nos orientations éthiques. Et c'est en cela que le devoir-être est important lorsque nous parlons des valeurs. Et je suis heureux que nous ayons parlé de la littérature, parce qu'en effet, la littérature est porteuse de cette promesse-là. Ce qui fait qu'un écrivain enfle l'imagination créatrice de l'humain pour embrasser des situations qui sont des situations radicalement différentes de ce que je peux vivre. Je peux devenir russe en lisant Dostoïevski, je peux devenir femme en lisant une femme parlant des femmes, mais devenir, si vous voulez, se multiplie. Je me créolise grâce à la littérature, et ça, c'est important. Et si on met devant l'imagination créatrice des écrivains ces barrières absurdes que sont les appropriations culturelles, interdisant à quelqu'un de parler d'un homme noir comme moi s'il n'est pas noir, mince et 1,80 m, on n'en sort plus. À ce moment-là, il n'y a plus de littérature possible, il n'y a plus de raison philosophique de parler de l'humanité, il n'y a plus surtout d'imagination créatrice qui nous permette de toucher du doigt notre condition humaine et notre promesse d'humanité. Mais Isabelle, confusion ou pas confusion? Se trompe-t-on de chemin quand on dénonce l'universalisme au lieu de dénoncer les faits? Dénoncer, déjà, ce mot me gêne un petit peu. Aujourd'hui, l'universalisme est dénoncé, oui, attaqué. est dénoncé dans la façon dont il est accepté par certaines entités. Mais moi, il me semble que, et même le mot universalisme, comme le disait Suleiman, est un mot sujet, en tout cas pour moi, je préfère l'universalité. Je préfère ce mot-là. Je ne sais pas, je ne pourrais pas exactement dire pourquoi, mais Laurent parlait de cette espèce de désir que nous avons tous, la proclamation des droits de l'homme, de comprendre qu'est-ce qui a motivé cette déclaration des droits de l'homme. C'était la situation dans laquelle on était à ce moment-là, dans les années 40, après la guerre, après la Shoah, après tout ce qui s'était passé. Donc il y avait un désir et un fond commun d'humanité, un fond commun qui poussait tous ces hommes réunis à vouloir, le bien, à vouloir mettre l'humain, tout ce qui était considéré comme une valeur humaine, au centre de tout, à vouloir le bien, le beau, le bon, ce sont les valeurs essentielles, les valeurs morales, et qui constituent le fond commun de l'humanité. Et en application, on le rappelle et on continue de le rappeler aujourd'hui, encore aujourd'hui, ça reste, je pense, quelque chose qui n'est pas considéré comme étant le socle de toutes les décisions que prennent les États, que prennent les hommes aujourd'hui, alors que c'est censé être justement ce qui nous semble le plus essentiel aujourd'hui. Donc, dénoncer l'universalisme, non, mais se demander de quelle façon, aujourd'hui, il est accepté, il est conçu. Et on a conçu l'universalité. Quelle façon?
Aujourd'hui, l'universalisme est critiqué car occidental, C'est ce que blanc, soulignait Suleiman, mais sa justement. dénonciation, sa critique même, elle Par se la base, suprématie de l'Occident. oui, mais qui, la critique même de cet universalisme se base aussi sur un appareil scientifique qui n'en est pas moins recentré. Des philosophes allemands hostiles à la Révolution française, de Burke à de Maistre, aux philosophes français structuralistes fêtés aux États-Unis sous le nom de French Theory. Vous, Béchir Soleimandiane, qui avez été élève de Derrida, comment voyez-vous ce paradoxe? Alors, le paradoxe est là, évidemment, mais il ne faut pas confondre la critique de l'universalisme et le fait de tenir ferme un horizon d'universalité. Et ça, c'est très important de le rappeler. Le paradoxe tient au fait que souvent, on se mélange un petit peu les pédales dans les deux mots, universalisme, universalité, et je suis heureux que Meissa ait fait la différence et créer et véritablement articuler le fait que universalisme, universalité, universel, il faut normer en quelque sorte les concepts et s'assurer de ce dont on parle. Et c'est là, à ce moment-là, une fois qu'on a procédé à cette normativité conceptuelle, qu'on a précisé les choses, que l'on peut essayer de sortir de ce paradoxe. Mais encore une fois, la véritable voie de sortie, c'est de faire, comme vous l'avez fait d'ailleurs en nous posant la question dès le départ, la différence entre ce qui est et ce qui doit être. Je sais que quand je déclare « les hommes naissent libres et égaux en droit », je n'ai pas dit la vérité parce que je sais qu'il y a des humains qui, quelque part dans le monde, ne naissent pas libres et n'ont pas les mêmes droits que tout le monde. Mais ce que je dis par là, c'est ce qui doit être. Les hommes doivent naître libres et égaux en droit. Et ça, c'est un appel à l'action. C'est un appel à se mettre à la tâche de créer de la liberté, de créer de l'égalité, ce que mon ami Étienne Balibar appelle l'éco-liberté. Autrement dit, c'est une invitation à l'action et non pas simplement la dénonciation du fait que, ah oui, vous avez décrété cela, mais vous avez colonisé. Vous avez décrété cela, mais vous avez réduit en esclavage. Parce que le mais, vous pouvez l'avoir tout le temps. Et ce balancement entre ce qui doit être et ce qu'il en est aujourd'hui, la meilleure manière d'en sortir de ce paradoxe que vous venez fort justement de souligner, c'est de comprendre qu'il s'agit d'un appel, encore une fois, d'une promesse, et que nous avons la responsabilité de faire en sorte que cette promesse vienne à jour. Il y a une phrase très importante dans la Constitution américaine qui dit qu'il faut aller vers une union plus parfaite, a more perfect union. Donc, l'idée que les États-Unis sont toujours à faire. C'est vrai que la Constitution parlait d'égalité en même temps qu'il y avait de l'esclavage et que c'était une contradiction ou un paradoxe. Mais dans le même temps, cette même Constitution dit qu'il faut toujours travailler à parfaire l'union, c'est-à-dire à réduire l'écart entre ce qui doit être et ce qui est. Et ce travail de réduction de l'écart, c'est le travail dans lequel nous devons nous engager. L'humanité n'est pas un État, c'est une tâche, c'est un devoir-être, et nous avons à réaliser cette humanité. Et heureusement que nous avons les écrivains pour nous mener dans cette direction. Et je suis ravi d'avoir partagé ce panel avec les écrivains qui sont à cette table et vous-même Merci. aussi, chère Maya, et je vous en remercie infiniment. Mais Rachel Kahn, je vous en remercie aussi. Mais si la remise en cause de l'universalisme n'est pas nouvelle, Rachel Kahn, comme elle l'a exposé, comment expliquez-vous qu'elle soit aujourd'hui portée par la gauche? Je n'aimerais pas dire une certaine gauche, comme il est d'usage aujourd'hui. À l'époque, qu'elle soit portée par la gauche, alors qu'historiquement, la remise en cause de l'universalité et de tout l'héritage des Lumières est généralement portée par la réaction. Ça, c'est ce qui a motivé mon dernier ouvrage, effectivement. C'était véritablement pour secouer, en somme, ce n'est pas une confidence, hein, ma famille politique et effectivement, et m'inscrire encore dans cet héritage des Lumières, des auteurs. Il y a quelque chose de totalement incompréhensible, ou plutôt une forme de silence
qui a laissé place en fait à ces haines et surtout qui a laissé place à quelque chose qui est totalement contradictoire avec nos propos, c'est-à-dire cet essentialisme. Là, on n'est plus dans le devoir-être, en fait. On est dans ce qui est revendiqué par l'extrême gauche, c'est finalement une assignation, des espèces de cases. En fait, ce sont des cases, mais qui ont comme moteur une souffrance décoloniale, une souffrance sociale. Et là, la gauche n'a pas répondu, effectivement, n'a pas posé très clairement et n'a pas tenu ferme, ce que disait Souleymane Machirdian, n'a pas tenu ferme sur le fait d'être dans ce mouvement et justement de construire, et non pas de déconstruire, mais de construire l'universel de nos petites mains, de nos petits bras. Moi, c'est ce que j'interpelle vivement. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi, il y a la gauche qui a eu un problème, mais aussi qu'il y a cette gauche qui n'a plus soutenu, comme elle le faisait à l'époque aussi, où les artistes et les penseurs et les architectes étaient dans ces mouvements de pensée comme des sortes de législateurs de l'ombre qui produisaient des choses. Les politiques s'en emparaient après pour batailler contre toutes les formes d'intolérance. Et là, en fait, on a eu un espèce de creux et de peur. Et de peur d'offenser, notamment sur les questions d'identité, sur ces questions-là qui, en réalité, essentialisent et empêchent toutes les formes de mouvement. Moi, aujourd'hui, souvent, je vous écoutais, Laurent, par rapport au fait d'écrire et en fait de vous dégager de votre personne pour être un autre et pour aller tenter de trouver quelque chose qui n'apparaît pas en fait autour de ce point aveugle qu'est l'auteur. Moi, on m'a dit là sur mon bouquin qui va être traduit par exemple en portugais, on espère que ce sera une afro-yiddish qui va le traduire par exemple. Donc cette assignation et cette essentialisation qui fait qu'on ne pourra plus rien faire à la fin. Et c'est vrai que vous avez raison, j'interroge les héritiers de cette gauche aujourd'hui. Laurent Godet, la virulence avec laquelle est attaqué aujourd'hui l'universalisme n'est-elle pas le résultat de l'échec de la politique de l'immigration, de l'échec de l'intégration, ainsi comme réponse au racisme ressenti, la dénonciation des valeurs de l'Occident? Serait-ce le résultat des défaites de l'humanité que l'on n'a pas su voir et que vous avez vues vous-même du Kurdistan à la jungle de Calais? Je veux pas non plus, enfin, je pense pas non plus que l'universalisme soit si, comment dire, en difficulté que ça. Il est débattu, il est contesté, et Rachel a tout à fait raison Mais violemment contesté quand on voit, par Oui, exemple, oui. les réactions par rapport au livre de Rachel Kahn. Non, non, mais tout à fait. La violence est là. Après, la question est de savoir combien de personnes ça représente par rapport à ceux qui continuent à croire à ces idées-là. La violence, elle est évidemment là. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Rachel. Il y a une partie de la gauche, là, effectivement, qui tout d'un coup s'est non seulement désengagée de ce débat-là, mais s'est retournée sur ces Et questions-là. pourquoi selon vous, alors que c'est le fait de la réaction générale Je d'attaquer pense que l'universalisme? Je pense que c'est probablement multifactoriel et très compliqué. Je ne suis pas politologue, mais je pense que nous vivons je pense que nous vivons une époque où nous sommes en train de traverser une sorte de, de période de la surdéfinition identitaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait ça? Je ne sais pas. C'est probablement la peur, c'est probablement les attaques, que ce soit le terrorisme ou les ressentis d'attaque, parce que parfois ça n'en est pas. Je ne parle pas du terrorisme, je parle par exemple des vagues migratoires. Bref, autant de choses auxquelles, là je parle de l'Europe. L'Europe se sent dans une obligation de se surdéfinir. Alors qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je ne suis pas? Et tout d'un coup, effectivement, la peur de léser l'autre, la peur d'oublier quelqu'un, qui est quand même effectivement une des bases de la gauche politiquement, surtout que personne ne soit oublié. Nous sommes le parti des oubliés, le parti des lésés. Alors ça s'est étrangement renversé, mais c'est une impasse profonde, bien sûr. Oui, oui. Et juste pour revenir sur ce que disait Rachel tout à l'heure, qui m'a beaucoup frappé aussi, ça serait quand même un comble que, effectivement, à l'heure où les marchandises voyagent avec une liberté hallucinante, où il y a une uniformisation des architectures des grandes villes, en tout cas des grandes villes occidentales, où tout d'un coup il y a comme ça
un mouvement, alors non pas universaliste, mais simplement une sorte de quelque chose se répand dans le monde et tourne de plus en plus vite, que la seule chose qui ne le fasse pas, ça soit les lumières. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné où il faut aussi que là, on reprenne peut-être aussi le, pour finir, la difficulté vient aussi peut-être de ce que disait Maïssa tout à l'heure. Je pense qu'elle a tout à fait raison en ciblant le fait que les déclarations, les différentes déclarations des droits de l'homme qui ont été faites, enfin que ce soit les déclarations de 89 ou de 48, viennent après le désastre. Le désastre de l'oppression pour 89, le désastre total de la mort de l'Europe avec la Shoah, avec tout ça. C'est-à-dire que ce sont des réactions, et elle le disait très bien, de désir d'humanité, de refonder quelque chose qui a été totalement détruit, une sorte d'un vaste suicide de l'humanité. Alors peut-être qu'on a oublié cette chose-là, c'est-à-dire qu'on juge l'universalisme uniquement par le discours sans voir à quoi il a réagi, à quoi, suite à quoi il s'est senti. C'est une part de sa beauté quand même, d'avoir été justement la voix qui parle après le désastre. Mais Maïssa Bey, critiquer aujourd'hui l'universalisme ne peut-il pas être une pente glissante quand on voit que cette critique, par exemple, fonde un certain relativisme, qui fonde certains à justifier le tchador pour les femmes en tant que réalité culturelle et diversité culturelle, et la polygamie aussi en tant que diversité? Oui, je pense que ça représente une pente glissante parce que Un danger. formellement l'universalisme, allez, on va dire de manière assez schématique, est plein de bons sentiments. Et pour beaucoup, ça veut dire, pour beaucoup, ils assimilent ce mot à uniformisation. Alors que aujourd'hui, beaucoup revendiquent leur identité, leur singularité, leur différence, et que ça représente pour eux, dans certains coins du monde, et vous savez de quoi je parle, ça représente pour eux un danger qui va venir porter atteinte à leurs valeurs culturelles, à leurs valeurs, religieuses, morales. Et cet universalisme qui est prôné par les grandes puissances, il faut le dire, c'est eux qui ont écrit les textes, c'est eux les premiers signataires. Pourquoi l'égalité et la liberté seraient-elles attaquables dès lors qu'elles sont défendues par de grandes puissances? Parce que justement, Pourquoi on devrait défendre le voile parce qu'il n'est pas... Il y a ce désir de s'opposer à, déjà, par principe, au niveau on le vit au quotidien chez nous, dans nos pays, on le vit au quotidien, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'Occident, même si ce sont des valeurs pour lesquelles nous nous battons et nous-mêmes, tout ce qui vient de l'Occident est critiquable, est attaquable et peut remettre en cause nos principes et nos propres valeurs. Donc il y a ce besoin, je pense. Quelles seraient nos propres valeurs, Maïssa Bey, par rapport aux valeurs de l'égalité ou de la liberté? Elles sont fondées sur le religieux. C'est aussi simple que ça. Elles sont fondées sur la chose religieuse, sur les interdits religieux, sur les principes religieux, et de plus en plus sont en train d'imprégner toutes les sociétés actuelles, toutes les sociétés. Donc il serait légitime de dire tout ce que qui les est femmes religieux est légitime. Non. Tout ce qui est religieux. Laissez-moi finir. Pardon. Donc il serait légitime de dire que les femmes afghanes, dès lors qu'elles sont nées en terre d'islam, doivent porter le tchador? Pour beaucoup, oui. Non, pour vous. Ah, pour moi, non. Pour moi, non, vous le savez très bien. Pour l'universalisme. Justement, on voudrait revenir à l'universalisme et à la diversité. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que le débat autour de l'universalisme peut être une pente glissante, aujourd'hui, ce débat est utilisé justement pour justifier le voile. Quand on voit on va associer Rachel Khan, Souleyman, Béchir Souleyman et Laurent Godet. Quand on voit le débat et les critiques autour de l'universalisme, on voit que ça tourne autour de questions parfaitement identitaristes et religieuses. Ce sont des débats autour de la cantine scolaire, du burkini, des piscines municipales en France, justement. Donc, n'étant pas en pente glissante en critiquant l'universalisme, qui, je le rappelle, est l'égalité des droits entre tous. Béchir Souleyman. Oui, alors, il faut toujours s'assurer de quoi on parle.
Parce que prenez par exemple l'universalisme en matière de laïcité. On dit que la laïcité, c'est le fondement même de l'universalisme, sans se rendre compte que la laïcité se décline de plusieurs manières à travers le monde. La laïcité française est une laïcité très, très, très particulière. La seule qui lui ressemblait jusqu'à une date récente, c'était la laïcité turque, parce qu'effectivement, elle s'était calquée sur la laïcité française. Or, la laïcité telle qu'elle a été définie en France tient à une histoire très particulière, qui est que depuis 1789, vous avez eu le conflit entre l'Église et la République qui essayait de se mettre en place à travers des péripéties qui ont été les différentes étapes de cette révolution, 89, puis la Restauration, le Consulat, Napoléon, puis on revient, Restauration à nouveau, etc., jusqu'au moment où la République gagne d'une voix et s'installe. Et ça veut dire que la laïcité s'est installée comme une défaite de l'Église catholique, mais une défaite politique de l'Église catholique qui s'était jusque-là opposée à la République. C'était donc le choix entre la République et l'Église catholique, et la laïcité, les lois de la laïcité et la conception de la laïcité qui s'est installée est ancrée dans cette histoire qui n'est que l'histoire de la France. Vous prenez la laïcité américaine. La laïcité américaine, au contraire, ce sont un pluralisme religieux européen qui ne pouvait pas se manifester comme pluralisme en Europe et qui vient sur le nouveau continent pour défendre la liberté de conscience. Et donc, c'est une histoire totalement différente. Vous avez deux laïcités. D'ailleurs, le laïciste français pur et dur vous dira que les États-Unis ne sont pas un pays laïque. Il considérera que c'est un pays où on parle trop de religion pour être vraiment laïque. Mais tout cela pour vous dire que si vous dites universalisme, l'universel, c'est le principe d'une séparation entre le politique et les religieux, et cela, nous devons tous y tenir et tenir ferme. Considérer que maintenant, il y a un universalisme de la laïcité, ça vous mène à la question, mais de quelle laïcité parlez-vous? Et ça, c'est la différence qu'établit Aimé Césaire, grand écrivain. Aimé Césaire dit dans sa lettre de démission à Maurice Thorez, oui. de Maurice Thorez, je ne me reconnais pas dans l'universel que vous me proposez, parce que vous êtes en train de me dire que vous, Parti communiste, vous représentez la classe universelle qui est le prolétariat, et la classe universelle est naturellement porteuse de l'universalité de l'émancipation, et que je n'ai qu'à attendre en tant qu'homme de couleur et homme colonisé que le prolétariat apporte la liberté à tout le monde, et j'en profiterai aussi. Il dit, je ne me reconnais pas dans cet universel qui ne fait pas de moi un agent, mais quelqu'un qui doit mettre sous le boisseau qui il est et quelles sont ses revendications propres au nom d'un universel dont on me dit attends un instant, tu comprendras et tu seras libre quand le prolétariat te libérera. Voilà toute la question. Voilà l'universalisme dont il ne veut pas. Mais ce n'est pas être contre l'universel, puisqu'il dit je veux un universel riche de tous les particuliers. C'est ça. Un universel dans lequel je me reconnaisse. Oui. Chacun se reconnaît dans cet universel parce que chacun se projette dans cet universel commun. Oui. Rachel Kahn, Béchir Souleymane vient de citer Césaire, vous-même vous le citez à plusieurs reprises, oui. Mais n'étant pas aussi, là, en citant Césaire en terrain glissant, comme souvent à l'occasion de ce débat sur l'universalisme, justement, dans sa lettre, la lettre de démission du Parti communiste, la lettre qu'il a adressée à Maurice Thorez, il dit ceci. Il y a deux manières de se perdre, par ségrégation murée dans le particulier ou par dilution dans l'universel. Or, pour lui, le PC propose la dilution dans l'universel. Comment s'en sortir, Rachel Kahn? Aller plutôt vers Frantz Fanon, qui lui se méfiait d'un antiracisme raciste, ou alors courir pour fuir le questionnement comme votre Nina Gary? C'est gentil de parler de Nina Gary. Non, en fait, pour moi, c'est très précisément ce que nous faisons aujourd'hui. Et ce débat est extrêmement précieux parce qu'on a des points de vue en fait, qui s'alimentent, qui se nourrissent, et on regarde et on pose la question et on définit
les différents champs de cette universalité, universalisme, comme là, on dresse en fait cette complexité et l'ensemble des nuances que recèle la question de la laïcité, qui est quand même, on est un congrès de langue française. La laïcité est un mot intraduisible à l'étranger, il faut quand même le savoir, que c'est une particularité, même limite consciente et inconsciente, puisque la langue va bien dans notre inconscient et dans notre intimité. Ils Pour disent moi, sécularisme, mais c'est pas la même chose. Ils disent c'est pas ils la même traduisent chose. ça comme ça, Voilà. oui. C'est pas tout à fait. Après, moi, c'est vraiment quelque chose que je m'impose, c'est de toujours revenir à nos histoires d'intimité. En fait, aujourd'hui, on est très coupé de nos intimités. Il y a tout ce bruit, tous ces réseaux sociaux, toutes les polémiques. Et dans nos intimités, c'est vrai qu'on retrouve cette universalité, on retrouve un silence qui nous permet de nous recentrer et de comprendre que l'histoire des concernés, lorsqu'on parle des choses les plus intolérables au monde, ne fonctionne pas en fait. Aujourd'hui, les détracteurs de l'universel, de l'universalisme, disent oui, mais en somme, c'est de la domination coloniale. Et dans le même mouvement, ce qu'ils proposent, c'est que seuls les concernés militent pour certains sujets. Donc les Noirs militent sur les causes de Noirs, les Juifs sur les Juifs, sauf que le monde n'en est plus là. Enfin, on le voit bien, que ce que disait Souleymane, que nous sommes créoles par la relation, non seulement par le sang, mais par la relation. Et donc moi, mon issue, pour tenter de se réparer au jour le jour, puisque la réparation, c'est lent et que ça garde la trace de nos douleurs, la réparation, il ne s'agit pas de gommer dans l'histoire de nos récits, c'est voilà, de se regarder véritablement en face pour pouvoir agir. Souleymane Chiriane, vous proposez la traduction comme voie de conciliation. Je propose la traduction comme rencontre. Je crois en effet que ce qui nous permet de sortir de nos enfermements, de cette conception carcérale de l'identité, c'est la traduction. Parce que c'est l'idée, si vous voulez, la traduction, c'est l'idée que je peux sortir de ma langue pour être accueilli dans la langue de quelqu'un d'autre, ou que je peux donner une hospitalité à quelqu'un d'autre dans ma propre langue. Les langues sont aussi des univers. On ne va pas, si vous voulez, forcer le trait relativiste en disant que chaque langue est une manière de voir le monde. Il y a de cela. Il y a de cela. Une langue vous installe dans une certaine façon de penser, une certaine approche de la réalité, etc. Donc, en principe, une traduction, ça devrait être impossible. Et pourtant, ça marche. C'est ça le miracle de la traduction. Le miracle de la traduction, c'est que la traduction fait la relation dont parle Glissant et que Rachel vient de reprendre aussi. Et c'est cela qui est l'important dans la traduction, c'est ce qui me permet de sortir de moi-même, de cette conception carcérale de l'identité et d'entrer dans des expériences qui sont l'expérience d'une autre langue. C'est l'image que donne Merleau-Ponty de l'universel auquel nous devons accéder. Sortir de sa langue maternelle pour apprendre une autre langue, ce n'est pas simplement ajouter une langue à la sienne, c'est ajouter la possibilité de décentrement. Rien ne me donne davantage la possibilité de me décentrer que l'apprentissage d'une autre langue, parce que de cette autre langue, je peux regarder la mienne. Je peux voir en quoi la mienne est particulière, en quoi il y a d'autres manières de dire que celle que j'ai utilisée jusqu'à présent. Et cette expérience de décentrement est importante pour la constitution de notre humanité individuelle et de notre humanité commune. Ça nous donne le sens à la fois du pluriel humain et du fond commun humain. Et c'est en cela, me semble-t-il, que la traduction est essentielle. Merci beaucoup, Souleymane Bachir-Diagne. Merci beaucoup, Laurent Godet. Merci beaucoup, Rachel Kahn. Et merci beaucoup, Meïssa Bey. Nous vous remercions pour ce débat intelligent. Nous vous remercions dans la salle d'avoir assisté à ce débat et à bientôt. Merci et à bientôt.